Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs vous répond, un petit format spécial week-end dans lequel je vous réponds et dans lequel je m'appelle Anaïs. Pour rappel, si vous voulez m'envoyer vos questions, vous pouvez me les envoyer à l'adresse mail podcast@slate.fr. Par message vocal, c'est super parce que j'aime bien entendre vos voix, mais vous pouvez aussi me l'envoyer par texte évidemment. Cette semaine, je réponds à une question qui m'a été envoyée par India. Hello Anaïs. Déjà, merci beaucoup à toi et à Marie pour tous les épisodes du podcast depuis PIC TV jusqu'à maintenant. Je suis une très grande fan grâce à ma mère qui m'avait conseillé le podcast à l'époque. Et ensuite, avec une copine, on avait un peu scellé notre amitié sur le podcast, donc merci beaucoup. Et à propos de ma question sur la cancel culture, je voulais savoir comment faire pour se créer une culture cinéma tout en refusant de voir des films de grands réalisateurs, entre guillemets, qui sont aujourd'hui accusés d'agression sexuelle, de viol, d'harcèlement, etc., etc. Et est-ce que toi, dans ton travail, tu as une liberté pour choisir les contenus que tu traites vis-à-vis de cette question-là ? Et sur une note un peu plus légère, je voulais savoir si parfois tes journées, ça ressemblait juste à se poser sur ton canapé et rattraper des séries où tu étais en retard. Voilà, merci. Salut India, merci beaucoup pour ton message. Effectivement, je te confirme que là, il est 17h et je viens à peine d'enfiler des fringues et de quitter mon canapé pour venir enregistrer cet épisode à Slate. Donc oui, je passe beaucoup d'après-midi et de journées parfois entières sur mon canapé à regarder des séries, regarder des films, écouter des podcasts. Il y a une partie de ça qui est super et qui doit faire rêver, j'imagine. Mais même si mon boulot consiste à regarder des séries en pyjama de temps en temps, bon déjà quand les séries sont pas bonnes, honnêtement, c'est un peu compliqué. Et puis, faut quand même préciser qu'en tant que pigiste, je ne suis payée que à la pige. Donc, si je mate une série et que finalement, j'ai aucune inspiration au sujet de cette série, potentiellement, j'ai perdu 8, 10, 12 heures de travail parce que je l'ai regardé jusqu'au bout pour voir ce que je pouvais en tirer, si je pouvais en tirer un épisode, une critique, et finalement, je vais rien faire dessus. Et je regarde beaucoup de choses sur lesquelles je finis par ne pas écrire ou enregistrer. Donc certes, c'est très cool d'être en pyjama sur mon canapé, mais ça a des contreparties parfois un peu moins plaisantes. Concernant la partie un petit peu plus sérieuse de ta question, je pense que ça dépend entièrement de pourquoi tu veux te constituer une culture ciné. Si c'est uniquement pour ta culture personnelle, évidemment, tu fais ce que tu veux et ce serait dommage d'aller gâcher ton plaisir ou d'aller à l'encontre de tes convictions pour dire « j'ai vu tel film que tout le monde pense qu'il faut que j'ai vu ». Par contre, si c'est pour des raisons plus professionnelles, je pense que ça devient un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est très difficile, si on veut faire carrière dans l'industrie du cinéma de près ou de loin, de se passer de Hitchcock ou de Kubrick, qui sont des réalisateurs qui n'ont pas bonne réputation et qui ont harcelé les personnes avec qui ils ont travaillé. Je pense que c'est des cinéastes qui sont incontournables. Pareil avec tous les réalisateurs du Nouvel Hollywood, qui ont globalement pas la réputation d'être des choupinous sur leur tournage. Et je pense à William Friedkin, mais pas que. C'est tout un pan de la culture cinématographique dont tu te priverais si tu refuses catégoriquement de voir les œuvres de ces réalisateurs-là. Malheureusement, je suis désolée, c'est un peu violent à dire comme ça, mais le harcèlement et les agressions sont tellement répandus dans le milieu du cinéma, malheureusement, que si tu cherches absolument à ne voir que des films réalisés par des cinéastes qui ne sont absolument pas problématiques, je pense honnêtement que ça va être très 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 compliqué. Et je suis désolée, ça peut paraître extrêmement cynique ou défaitiste de dire ça, mais je pense que c'est la triste réalité sur cette industrie. Et d'ailleurs, c'est pas la seule industrie, évidemment, à être touchée par des violences systémiques. Après, moi, c'est vrai qu'il y a des réalisateurs dont je ne suis plus le travail. Par exemple, ça fait 13 ans, depuis Blue Jasmine, que je n'ai plus vu un seul film de Woody Allen. Et je précise que c'est pas par militantisme fervent ou j'ai pas pris cette décision un jour-là en me disant plus jamais je ne regarderai de films de Woody Allen. Si un média, par exemple, me contacte et me commande une pige sur un nouveau film de Woody Allen, déjà j'ai besoin de gagner ma vie et j'estime que c'est mon travail de délivrer une analyse sur une œuvre, de la critiquer, de la replacer dans son contexte et aussi dans le contexte de production et tout le contexte qui entoure le cinéaste. Donc évidemment, si on me propose ça, je vais pas dire non car je refuse de voir des films de Woody Allen. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est le cas. D'ailleurs, j'avais écrit un article que tu peux trouver sur Slate sur la question que peuvent se poser les journalistes face aux accusations de harcèlement, d'agression, de viol,
C'était il y a 2 ans quand Maïwenn faisait l'ouverture du Festival de Cannes, alors qu'elle avait agressé Edoui Plenel peu de temps avant. Et en fait, j'ai parlé à énormément de journalistes qui placent chacun le curseur à un endroit différent. Donc évidemment, il y a des rédactions qui prennent cette décision ensemble. Est-ce qu'il y a des cinéastes qu'on couvre ou qu'on ne couvre pas ? Mais il y a aussi des choix individuels et j'ai croisé des journalistes qui m'ont dit « Non, je ne veux pas voir ces films » ou je vais les voir pour me faire un avis personnel, mais je ne vais pas les traiter dans mon média parce que je ne veux pas faire un petit peu plus de lumière ou faire un coup de projecteur sur ces cinéastes-là. Chacun prend sa décision personnellement. Moi, en 2023, à la Mostra de Venise, je suis allée voir Dogman de Luc Besson parce qu'il était en compétition et que j'essaye toujours d'avoir la vision la plus exhaustive possible sur la compétition d'un festival parce que c'est un choix d'ensemble qui en dit long sur la ligne éditoriale d'un festival et donc je voulais me faire une idée pas sur ce film-là en tant que tel, mais aussi sur sa place dans la compétition. Et en plus, je note tous les films de la compétition dans une grille. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir le film. Bon, je l'ai détesté. Et j'ai mis la note la plus basse possible à ce film. Pas par conviction militante, mais vraiment parce que je voulais quand même affirmer assez fortement que j'avais pas aimé le film et qu'en plus, ça me choquait que ce film-là soit en compétition. Je suis aussi allée voir le film de Polanski la même année à la Mostra parce que je voulais me faire un avis. J'ai aussi trouvé le film catastrophique et j'ai absolument rien publié dessus. Pour le coup, il n'était pas en compétition, il me semble. Et il y avait aussi un film de Woody Allen hors compétition cette année-là et je suis pas allée le voir. Et honnêtement, je pense pas que ma culture cinéphile ait été particulièrement impactée ces 13 dernières années sans checker ce que fait Woody Allen de nouveau. Mais je suis très contente d'avoir vu Annie Hall, Manhattan et les autres parce que ce sont des références importantes pour comprendre des courants entiers du cinéma et notamment comprendre l'histoire de la comédie romantique, par exemple. Donc je pense que si tu veux te créer une culture ciné au-delà de ton plaisir personnel, mais plus pour asseoir une certaine légitimité pour toi ou pour les autres, je pense que malheureusement, il y a des réalisateurs qui sont incontournables. Ça ne veut pas dire qu'il faut voir tous leurs films ou même qu'il faut les apprécier, mais te faire un avis, oui, je pense que c'est assez important. Et je pense aussi que le plus important, c'est peut-être pas de se couper d'une œuvre, surtout dans ma profession à moi, mais plus globalement quand on travaille de près ou de loin dans le cinéma, mais plutôt d'essayer de la comprendre et de la comprendre dans son contexte entier, donc dans ses conditions de production, et aussi d'écouter ce que les gens qui ont travaillé sur le tournage vont nous raconter des conditions de production de ce film-là. Ça peut être très important pour comprendre un petit peu mieux un film et effectivement savoir s'il y a peut-être quelque chose qui va te poser problème dans la réalisation de ce film. On peut aussi adorer des films de réalisateurs qui, à titre personnel, avaient l'air d'être des gens bien pourris. Enfin, j'adore la filmographie de Kubrick, je crois que c'était pas quelqu'un qui était hyper sympa. Mais voilà, tout ça, c'est un arbitrage personnel. Et donc, je précise, comme pour Woody Allen, il y a d'autres artistes dont je ne suis plus vraiment la carrière. C'est le cas de Louis C.K., par exemple, alors que j'adorais sa série Louis, qui était sur HBO. Et encore une fois, c'est pas une décision que j'ai prise un jour de manière consciente et intellectualisée. C'est un blocage quasiment physique, c'est-à-dire que je ne veux plus le voir à l'écran. Et ça me déprime, honnêtement, parce que j'aimerais revoir des vieux épisodes de Louis ou des vidéos de ses stand-up. Enfin, j'ai vraiment été fan de Louis C.K. pendant un certain temps, mais maintenant, je peux plus. Donc, effectivement, si je me retrouve à le voir dans un film, ça va me déranger. Après, je vais peut-être pas forcément éviter ce film-là. Et encore une fois, dans une démarche professionnelle, je pense que ce serait même compliqué pour moi de le faire. En fait, je pense qu'il y a une différence quand même fondamentale entre aller voir en salle aujourd'hui le nouveau film d'un Besson ou d'un Polanski et donc contribuer à leur enrichissement personnel, mais aussi au fait qu'ils continueront à trouver des financements et des budgets pour leurs films parce qu'ils font des entrées en salle et que donc il y a encore des producteurs qui vont se dire « Yes, on y va, on met de l'argent sur ce cinéaste ». Donc il y a une différence entre ça et streamer par des biais un peu moins officiels des vieux films qui ont compté dans l'histoire du cinéma pour pouvoir te faire une culture et pour pouvoir te faire un avis dessus. Moi, par exemple, Le Dernier Tango à Paris, je savais avant de le voir qu'il y avait une histoire très compliquée autour de ce film. Maria Schneider a très mal vécu une scène du tournage qui n'avait pas été écrite et dans laquelle le personnage de Marlon Brando utilise du beurre pour l'agresser sexuellement. Elle n'avait pas été prévenue que ça se produirait sur le tournage. Elle-même a qualifié ça de viol, même si elle dit qu'elle n'a pas été violée, au sens juridique du terme, mais c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Et elle a été traumatisée par ce tournage. Je savais tout ça avant de voir le film. Je l'ai quand même regardé au moment de ma construction cinéphile, professionnellement, parce que je me disais qu'il fallait que je voie cette scène-là. Après, j'ai été évidemment très perturbée par cette scène-là, mais je pense que j'avais peut-être besoin de la voir pour me faire mon propre avis.
En fait, j'estime que mon rôle, c'est d'analyser une œuvre et de fournir des clés de compréhension au public. Et donc, je pense que ça rendrait service à personne de me détourner de certaines œuvres parce qu'elles me dérangent. En fait, il vaut mieux la voir et la critiquer en connaissance de cause que ne pas la voir. Mais encore une fois, je ne connais pas ta profession, donc je ne sais pas si ça s'applique totalement à toi. Pour te constituer une culture ciné tout en évitant certains cinéastes, le plus simple, c'est évidemment de les éviter, mais aussi de trouver ce qui te plaît, toi, spécifiquement. Il y a énormément de livres sur le cinéma et notamment des livres encyclopédiques sur le cinéma. Donc, tu peux choisir celui qui te parle le plus. Ça peut être, 1001 films à voir avant de mourir. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup des comme ça. Je te recommande les excellents films Movieland de David Honora, qui a une approche un peu plus personnelle, mais c'est des films très, très, très complets. Et moi, en fait, souvent, je vais piocher dedans pour voir des classiques que j'ai pas encore vus. Mais ce que tu peux faire, c'est aussi trouver un ou une critique que tu apprécies particulièrement et regarder les films que eux ont critiqués. Et tu peux notamment trouver des compilations, des livres de certains critiques. Bon, c'est plus des critiques anglo-saxons, mais moi, par exemple, j'ai des livres de Roger Ebert ou de Pauline Kael. Et en fait, j'aime beaucoup lire leurs critiques et regarder les films qu'ils ou elles ont critiqués avant de lire leurs critiques ou après, mais en tout cas, d'accompagner un peu mon visionnage et la constitution de ma culture avec leurs textes préexistants. Donc, tu peux totalement faire ça avec des signatures, des plumes qui te plaisent, que ce soit à l'écrit ou évidemment dans les podcasts ou les émissions de radio. En fait, il faut trouver ce qui te plaît pour te constituer une filmographie qui sera propre à toi. Parce qu'évidemment, personne n'a la même. Et je pense que c'est un peu le piège de quand on part dans un discours du genre « Mais comment ça, t'as pas vu ci, t'as pas vu ça ?» C'est incontournable. Évidemment, il y a des films pour comprendre l'histoire du cinéma qui sont incontournables et qu'il vaut mieux avoir vu. Mais déjà, t'y vas au rythme que tu veux. Il n'y a absolument pas de honte. On n'a pas le temps d'avoir tout vu. Et c'est normal d'avoir vu moins de films à 25 ans qu'à 65, par exemple. Et puis, moi, par exemple, je suis une quiche en cinéma japonais, mais je connais très bien le cinéma américain parce que très très tôt, j'ai développé beaucoup plus de visionnage de films américains ou anglo-saxons. Je regarde beaucoup plus de films réalisés par des femmes que d'autres confrères que je connais. Et donc, je me suis déjà retrouvée dans des cercles critiques où je pouvais contribuer autre chose grâce à mes références qui n'étaient pas exactement les mêmes que les leurs. Donc voilà, ça peut être un cinéma féminin, entre guillemets, même si c'est une catégorie qui peut être contestée. Ça peut être le cinéma d'horreur, ça peut être les westerns, ça peut être les comédies romantiques. En fait, forcément, je vais avoir une appétence pour certains genres cinématographiques ou certains cinéastes ou certains acteurs qui fait que j'ai vu des films parfois un peu obscurs que d'autres critiques n'ont pas vus. Et ça va permettre de créer une conversation critique, à mon avis, bien plus riche. Donc, évidemment, cherche à voir quand même les classiques, mais cherche aussi à trouver ce qui t'intéresse toi. Et pour ça, tu peux aussi regarder, par exemple, les références de cinéastes qui ont fait des films que tu as adorés et qui vont dire, moi, en regardant tel film ou en réalisant tel film, j'ai pensé à telle ou telle référence. Moi, je suis fan de John Ford. Moi, je suis fan de Howard Hawks. Moi, je suis fan de Justine Triet. Que sais-je, et donc aller piocher dans les références de tes cinéastes préférés. Évidemment, tout ça reste très théorique. Et enfin, pour finir, oui, j'ai personnellement une totale liberté sur les sujets que je choisis. Encore une fois, parce que je suis pigiste, ça m'offre une grande liberté. Soit je propose d'écrire ou d'enregistrer sur un film après l'avoir vu, et généralement, ça veut dire que ce film m'a totalement animée d'une manière, ça peut être positive ou négative, mais en tout cas, j'ai des choses à dire dessus. Et donc, c'est moi qui propose et je vois si le média est d'accord. Si un média me commande une pige sur un film, il est probable que je dise oui si j'ai envie de gagner de l'argent, mais honnêtement, si je suis pas du tout intéressée par le sujet, le résultat final sera nul. Donc, j'essaye quand même de fonctionner par rapport à des films et des cinéastes et des œuvres qui me font envie, sur lesquelles je pense qu'il y a plein de choses à raconter. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais beaucoup plus écrire et enregistrer sur des films que j'ai aimés, alors que par exemple, quand on travaille en rédaction et qu'on doit avoir une couverture peut-être un peu plus exhaustive des sorties en salle, on va aussi écrire sur les films qu'on n'a pas aimés. Moi, c'est moins mon cas parce que je travaille de manière indépendante. Je n'ai jamais été forcée à regarder une œuvre que j'avais pas du tout envie de regarder, mais honnêtement, ma curiosité prend souvent le dessus, donc même avec des cinéastes que j'aime pas, ou des cinéastes qui ont un passif un peu compliqué, comme je te donnais tout à l'heure l'exemple de Polanski à la Mostra, j'y suis quand même allée, parce que j'étais curieuse. Et ça ne m'est jamais arrivé de dire non, je ne veux pas écrire sur un film, parce que j'ai un problème personnel avec le ou la cinéaste et ses comportements. Ouais, ça ne m'est jamais arrivé, mais si un jour ça m'arrive, je ferai une partie 2 de cet épisode. Dans tous les cas, merci beaucoup pour ta question. J'espère que j'y ai répondu du mieux possible. C'était Anaïs vous répond. On se retrouve le 27 janvier si vous êtes fan d'Amis pour le live
à l'Arlequin, qui est complet, dans lequel on fera un bilan de toute l'aventure amie avec Marie. Ça promet d'être très très chouette et je pense très très émouvant. Et puis nous, on se retrouve dans Anaïs se fait des films dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré à ma folle aventure hollywoodienne. Salut tout le monde! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.